Alors, bienvenue pour cette nouvelle conversation du sommet de la PPP+. Aujourd'hui, moi, j'ai la joie d'accueillir Sandra Saint-Flour, que je connais depuis plus de 15 ans. Et je vais d'abord la laisser se présenter. Bonjour Sandra. Bonjour Isabelle, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Sandra Saint-Flour, j'ai 48 ans, j'habite dans le Val d'Oise et j'ai 3 chapeaux sur la tête, 3 activités. Je suis professeure de français dans un ensemble scolaire depuis 2006, donc pas très loin de chez moi. C'est un établissement privé sous contrat. J'enseigne le français à mi-temps depuis quelques années, là, en sixième. Et j'ai une autre casquette qui est celle de praticienne en psychopédagogie positive. Donc, j'ai fait la formation à la Fabrique en 2017 et depuis, je fais des accompagnements individuels en cabinet pour des enfants, des ados, des adultes aussi parfois. Voilà. Et puis ma troisième casquette, elle est plus récente, c'est que dans mon établissement, je suis maintenant chargée de mission pour le développement des CPS. Et c'est évidemment la formation en PP+, qui m'a conduit à essayer de faire rentrer la PP+, dans l'école. Et je suis hyper contente d'avoir ce poste. Oui, Voilà. on va en reparler de ça, Ouais. de comment tu as fait rentrer la psychopédagogie positive dans l'établissement Mhm. pour le bonheur de tous. Mhm. Bien sûr. Donc, en fait, au départ, moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà qu'est-ce qui t'a amené à te dire, j'adore, parce que tu adores ton métier de prof de français. Tu me l'as déjà dit 1000 fois. Ouais. Tu aimes tes élèves, tu aimes être en classe, voilà, tu aimes les passionner avec cette matière-là. Et qu'est-ce qui, à un moment, t'a donné envie ou bien tu as eu besoin, je ne sais pas comment tu le définis, d'aller chercher autre chose, d'aller chercher une autre pratique que tu as ramenée dans ta classe. Et ben, en fait, moi, j'ai des classes depuis longtemps où il y a, allez, entre 30 et parfois, ça m'est arrivé d'avoir 38 élèves. Donc, voilà, c'est un train qui se déroule. Et puis, moi, je suis fascinée, j'aime mon métier parce que j'aime être en classe et je suis fascinée par la singularité de chacun à apprendre, à trouver sa place, etc. Mais il me manquait quand même des outils quoi, pour accompagner, pour différencier ma pratique. Alors, j'ai fait les formations d'éducation nationale, je connaissais les troubles d'apprentissage et autres, mais on est toujours un peu du côté des problèmes, quoi. Et moi, je cherchais une formation qui me permettait de mettre à jour les ressources. Et ça, c'était plus compliqué dans mon système. Et c'est ça qui m'a conduit voilà, à faire la formation de la fabrique. Et puis, voilà, les accompagner dans la joie de l'apprendre, d'être en classe et d'être dans autre chose qu'une logique de résultat. Et puis, je dirais que la deuxième chose, c'est euh, dans une formation de prof académique, on est beaucoup sur l'apprentissage avec la tête. Or, quand on enseigne, eh ben, on s'aperçoit qu'il se passe beaucoup de choses dans une classe en termes d'émotions, de gestion du corps, surtout au collège chez les plus jeunes. Et je voulais vraiment me former dans une approche qui soit globale. C'est quoi le bénéfice que tu as pu voir? Donc, tu t'es formé, tu as Ouais. ramené, tu as expérimenté, tes élèves J'expère toujours. t'ont servi de cobaye au Ouais. début, mais toujours, enfin, Ouais. toujours, mais pendant le parcours de formation, tu as Ouais. expérimenté. Qu'est-ce que tu as mis en œuvre en premier qui te semblait le plus facile à tester sur une classe, même une classe avec beaucoup d'élèves? Alors, le plus facile et ce que j'ai fait en premier de beaucoup plus explicite par rapport à ce que je faisais avant, c'est la météo des émotions. Hmm. Intuitivement, il y avait un temps d'accueil et de présence, de comment ça va, etc., mais pas vraiment d'outils. Et je me souviens de la formation à la fabrique où on a beaucoup parlé d'outils, on a beaucoup parlé de posture. Et pendant longtemps, je les ai vus séparément et maintenant, je les vois vraiment main dans la main. C'est-à-dire de Hmm. dire, bah, l'outil permet la posture aussi. C'est parce que j'ai un outil clair que moi, en tant que prof, bah, je vais me poser, je vais être hyper rassurée parce que je sais exactement ce que je vais aller chercher pour questionner mes élèves. Évidemment, je pense que le profil est immédiat sur la classe, individuellement, mais aussi dans ce qu'on appelle le climat scolaire, c'est-à-dire le climat du groupe, quoi. Donc ça, Ouais. c'est ce que j'ai fait en premier parce que ça me paraissait super accessible. Mais
dans ce que tu dis, il y a aussi le fait que je me souviens des week-ends à la fabrique, parce que moi j'ai fait la formation, voilà, elle a duré plusieurs mois, où tous les lundis, voilà, j'expérimentais des choses et finalement avec une vraie facilité de dire bah, on ne peut pas se tromper. On va avoir des habitudes, et c'est encore comme ça aujourd'hui finalement, parce que les élèves ils changent aussi. Oui, Mais ouais, la météo des émotions. Et puis, le deuxième grand truc, c'est les évocations mentales. Donc ça, c'est plutôt la tête. oui, Voilà. Et la place du corps que, sincèrement, j'intégrais très peu avant ma formation. oui, Ouais, de les observer avec un nouveau regard, voilà, de voir celui qui gigote, voilà. Avant la formation, je voyais bien et j'avais une vraie bienveillance sur l'élève qui va jouer avec son stylo, celui qui a, on sent bien le besoin de mouvement. oui. Mais encore une fois, il y avait rien d'explicite dans ma pratique de bah là on s'arrête, on boit de l'eau, et pourquoi on boit de l'eau et déjà il faut le permettre, il faut réunir les conditions. Donc ouais, et les évocations, ça a changé ma pratique d'enseignante, vraiment. Ouais, c'est ça, les évocations en gestion mentale qui permettent de comprendre qu'il ne se passe pas la même chose dans la tête de chaque élève. C'est ce qu'on Jamais. voit avec Valérie, là, Ouais, justement, dans notre conversation. ouais. Cette question d'évocation, c'est quand même le socle. Comment ça a été accueilli par les élèves au départ? Est-ce qu'ils se sont dit, tiens, la prof, elle a un truc, elle arrive avec un truc bizarre, ou bien ils se sont sentis tout de suite à l'aise, Ouais, alors je pense que j'avais déjà des trucs bizarres, donc ils étaient plutôt donc ça ne les changeait pas. habitués. En fait, comme j'étais en formation, je l'ai dit. Je l'ai dit très simplement à mes classes que je Ouais. suivais une formation et que j'allais proposer des choses Ouais. et non pas imposer. Et que ce Ouais. soit voilà, la météo des émotions, les évocations, de leur dire bah, si vous trouvez que c'est intéressant, je vous explique ce que c'est, à quoi ça peut peut-être servir. Et Mm. du coup, ça a été plutôt bien accueilli. Mhm. Jusqu'à, alors ça c'est toujours vrai, hein, des élèves qui, quand on ne le fait pas, parce que ça arrive aussi hein, d'arriver dans une Oui, classe, quand on est dans le secondaire, on arrive, on est là pour 50 minutes, parfois, voilà, dans le déroulement d'une journée, on n'est pas forcément toujours à 100% dans sa présence, d'un élève qui dit on n'a pas fait la météo des émotions aujourd'hui. Donc plutôt bien accueilli. Ouais. ouais, Mm. ouais, c'est chouette. Les bénéfices que tu en as tirés sur ces premières expérimentations, c'était quoi? Qu'est-ce que tu t'es rendu compte de quoi? Alors, donc moi, j'entends que euh, tu faisais des choses intuitivement, tu n'avais pas mis encore tu n'avais pas formalisé ou tu n'avais pas structuré ce que tu faisais intuitivement. Mais une fois que tu l'as fait de façon claire, que tu l'as annoncé, etc., j'allais dire, c'est quel bénéfice, peut-être pas immédiat, hein, mais quel bénéfice tu as vu au fil du temps dans l'application de la psychopédagogie positive dans ta classe? Alors, il y a quand on est prof, il y a un truc, c'est le temps. Enfin, je pense que dans le Oui, secondaire, c'est très prégnant et plus on avance de classe en classe, pire ouais, c'est, j'ai envie de dire. Et j'ai changé de logique, je me suis dit, bah, je perds pas du temps en faisant de la météo des émotions ou en faisant une pause au milieu du cours, en faisant de la relaxation ou plus une pause attentionnelle. Je leur permets de gagner en qualité d'écoute ouais. et je nous permets de gagner en qualité d'écoute parce que forcément, si on fait une pause ou si on a un temps de mise en présence, moi, je pense que je suis aussi bah, plus avec eux. Et puis après, dans tout ce dont je parlais, de la gestion mentale, moi, ça a quand même changé ma pratique pédagogique. C'est-à-dire de dire, effectivement, il ne se passe pas la même chose dans la tête de tout le monde. Et pour prendre un exemple pas si vieux, quand on lit une histoire ou un conte sur un mulot, et ben, maintenant, je sais qu'il faut que je m'arrête parce que sinon, toute la chaîne de compréhension, elle est invalide. Donc, le mulot, dans les évocations, ça peut être ce petit animal qu'on connaît, mais ça peut aussi être un vague parent de la mule ou un chausson. Voilà les évocations dans une classe de collège. Ça, c'est drôle. Et en même temps, Ouais, ça veut dire que sur des notions parfois plus complexes et plus abstraites, et je pense à la grammaire, ben, ça a quand même beaucoup enfin, modifié ma pratique. Et donc, je pense que j'ai gagné en compréhension quoi, dans le ouais. dialogue pédagogique avec eux. Ouais, c'est intéressant cette question-là de dire que dans l'enseignement, il y a énormément d'implicite. Et en fait, c'est comme il y a des allants de soi qui ne vont pas tant que ça de soi, et que ça serait bien de comprendre que, voilà,
plus on se met d'accord sur ce qu'on partage, la manière de l'exprimer, et cetera, mieux ça marche. Tu vois? C'est toujours l'exemple en gestion mentale de dire, c'est quoi le voilà, qu'est-ce que c'est que périmètre? Et Mmh. certains se disent: «C'est le périmètre d'un cercle», alors qu'on a dit périmètre. Alors, Mmh. et moi la première, je vois apparaître un cercle dans ma tête et c'est peut-être le périmètre, je sais pas quoi, d'un rectangle ou autre. Ouais, exactement. Moi, ça a aussi changé ma vision des consignes. Parce Oui, que ce que la formation m'a permis de bien saisir, c'est mon fonctionnement avant tout le reste. Et oui, donc maintenant, je sais où sont les biais de mon fonctionnement. Et quand je rédige des consignes, et particulièrement pour les évaluations, par moment, je m'arrête et je pense aux évocations et je pense à la compréhension et je me dis, mais en fait, il y a plein de manières d'attraper cette consigne. Ça a aussi changé ma manière d'évaluer les élèves. Parce que grâce à tout ce que j'ai appris en gestion mentale, bah, parfois quand je lis une réponse d'élève, en fait, sa réponse dans son système de représentation, elle est juste. mmh, Mais elle est très, très, très loin de la mienne. oui, oui, oui. Voilà, et ça, c'est hyper important, quoi. Oui, parce que Ouais. parfois, certains enseignants vont dire: «Ah, les enfants, répondent n'importe quoi», mais en fait, ce n'importe quoi n'est pas n'importe quoi. Non, C'est de la logique par rapport à leur fonctionnement, effectivement, et ce qu'ils ont compris, donc c'est pas du n'importe quoi, ouais. non, c'est pas du n'importe quoi, c'est leur chemin à eux. Ouais. Et du coup, quand on a entraîné ça ensemble en classe, de manière régulière, ben, il y a aussi une compréhension réciproque des attentes et d'un élève qui est capable de dire: «Quand vous demandez ça, est-ce que ça veut dire que?» Mais ça, on ne peut le faire que si avant, on a entretenu cette espèce de dialogue de gestion mentale, voilà, qu'on va faire au fil des exercices. Il y a pas de perte de temps dans le cours, on va vraiment le faire au fil de la pratique. Oui, oui, puis une vraie bienveillance sur, tu as le droit de ne pas comprendre tout de Ouais. suite, je vais te réexpliquer et cetera. Il y a pas, enfin, dans ce que j'entends que tu dis, c'est que même si tu en as 30, c'est un plus un plus un plus un plus un. C'est pas Bah un oui. groupe de 30 où tout le monde fonctionnera de la même façon, ouais. Et puis surtout, enfin, la gestion mentale, on l'appréhende de manière individuelle, mais après, ce qui est chouette aussi dans une classe, c'est de se dire, les élèves, ils savent très bien repérer ceux qui ont des façons de fonctionner qui vont être un peu semblables, etc. Et ça crée aussi une super dynamique de travail. Oui, D'un élève qui va, voilà, alors ça s'installe dans le temps, hein, on ne fait pas ça en 2 semaines, mais au cours d'une année, d'élèves qui sont capables de dire, «Bah, toi, c'est facile pour toi parce que je suis sûre que tu vois des images, mais moi, voilà». Et je trouve que c'est aussi un climat scolaire et un savoir-être ensemble. C'est pas qu'une histoire d'individu, quoi. Et dans une classe, c'est un peu hyper important quand même, le fait d'avoir cette dimension collective. Et du ouais. coup, dans le regard que je porte à l'autre, bah, je vais pas non plus réagir, je me moquer ou je sais pas quoi parce que, ce que l'autre a dit, c'est pas du tout ce que moi j'avais dans la tête. Moi, j'aime bien cette anecdote que tu m'as racontée il y a quelques années déjà avec le fait de cette inspectrice qui vient dans ta classe et qui se retrouve assise à côté d'une petite fille. Est-ce que tu peux raconter ça? Parce que ça montre bien la dimension de l'attention à l'autre et du collectif, de comment tu le mets en mouvement, cette histoire-là. Alors, si mes souvenirs sont bons, donc elle vient en classe, c'était il y a quelques années maintenant. Mmh. Elle demande, donc on fait la séance. Moi enfin voilà, on fait comme d'habitude évidemment, donc on fait une pause attentionnelle, on jette des balles et cetera et l'inspectrice, se prête au jeu, elle se lève et elle attrape les balles. Ensuite, on fait une étude de texte en fait pendant cette séance. Il y en a qui font une carte mentale, les élèves, ils tracent le sens en faisant une carte mentale, ils réfléchissent à plusieurs, d'autres pas. Donc ça, je vois bien que ça l'intéresse en fait, voilà, les différentes pratiques et la liberté qui est donnée aussi. Et puis après, elle demande un classeur d'élèves, donc l'élève qui est à côté d'elle, forcément. Voilà, c'est laissé au hasard, donc je pense que c'est pas forcément le plus beau des classeurs, mais en même temps, un Ouais. inspecteur, il connaît la réalité d'une classe normalement, donc voilà. Mmh. Et à ce moment-là, je sais pas si c'est à ça que tu fais allusion, mais quelqu'un d'autre dit, «Bah non, moi je vais vous donner le mien, ça sera beaucoup mieux». Et en fait, je trouve que c'était un bel exemple de cohésion. Et après, il a expliqué, hein, pourquoi, sans moquerie, enfin avec beaucoup Oui, d'humanité, ce oui. qui a évidemment beaucoup fait rire l'inspectrice, qui du coup a pris les 2. Ah oui.
Et puis, il y a aussi la question qui est que tu leur fais se poser la question, ils se tournent vers le collègue à côté en disant de quoi as-tu besoin? Ouais. Et cette petite fille se tourne vers Bah, qui se tourne vers l'inspectrice. son ouais, de quoi tu bah, c'est dans ce que j'ai appris à la fabrique et qui vraiment est là tout le temps, il y a cette question du besoin. Parce que je trouve enfin moi, c'est vraiment il y a beaucoup de choses, qui ont voilà, qui ont changé ma façon de faire et avant ça d'être, je pense. Mais cette notion du besoin, je trouve que c'est un truc un peu magique, quoi. De dire: «Mais en fait, de quoi tu as besoin?» Et quand en classe, on formule les choses comme ça, bah, enfin en classe et ailleurs, là, je parle mon métier d'enseignante, mais il y a quelque chose qui lâche de l'ordre de: «On revient à toi» ou et donc ça circule bien dans la classe et donc ce jour-là, bah oui, on le fait et comme parfois il y a d'autres profs dans la classe et cetera, ce jour-là, bah, l'élève, elle dit, «Bah, de quoi vous avez besoin?» Bon, bah voilà, la surprise a été grande, mais ça a permis après de discuter. Et j'en garde un bon souvenir parce que l'inspectrice qui était une IPR qui est venue, elle avait été extrêmement intéressée par toutes ces pratiques de pédagogie positive et on avait parlé, enfin, elle m'avait ramené aux instructions officielles. Et dans les instructions officielles, il y a quand même bien toutes ces compétences de confiance en soi, de régulation des émotions Ouais. qui doivent vivre dans la classe, quoi. Ils ne sont pas que Et des ça, apprenants, les élèves. et c'est pas secondaire, tu vois, on entend le contenu, le programme, faut finir le programme. Mais parfois, moi, ça me bassine ce truc-là parce que presque on s'en fiche d'avoir terminé le programme. Si c'est manger le programme sans savoir comment je l'ai avalé, sans avoir aucun recul ni aucune confiance, parce qu'on sait bien qu'on a Mmh. des élèves qui sont en grande réussite en termes de notes, hein, de résultats, et qui pourtant ont une confiance en eux et une estime d'eux-mêmes qui est dans les chaussettes. Donc ça vaut pas, quoi, ça vaut pas la peine si on a fini le programme, mais au détriment de se sentir bien. Ben, vaut mieux se sentir bien et savoir comment je fais pour fonctionner et ensuite, je pourrais manger tous les programmes que je souhaite, quoi. Il faut faire le programme. Alors, je me souviens d'une réunion avec un autre inspecteur, hein, qui répond à une assemblée de profs, voilà, en disant: «Mais le programme» et l'inspecteur lui-même disant: le programme, ce sont des indications. Et donc, nous invitant à nous décontracter un peu. Alors, je pense aux grandes classes où effectivement, il y a un stress important lié à une logique d'examen. Donc, d'abord, il dit ça. Et ensuite, on sait très bien, quand on enseigne depuis un moment, qu'un élève, on peut l'avoir une année, l'année d'après, il retombe, on est de nouveau avec lui. On lui a dit, mais ça, l'année dernière, quand on a fait, et l'élève, il dit non, on n'a pas fait. Ouais, c'est Parce que moi, je suis prof de français, donc j'ai tendance à penser qu'il n'y a que le français dans la mémoire de mes élèves, mais pas du tout. Dans la vie d'un élève, il se passe plein de trucs. ouais. Donc voilà, je sais très bien, hein, que je leur dis parfois en rigolant, c'est pas pour l'accord du participe passé qui se lève le matin. Et, et Ni que moi tu non plus te lèves d'ailleurs, donc maintenant. ça c'est chouette. Ouais. Mais voilà, et qu'il y a, pour moi, il y a vraiment à semer le plus tôt possible une espèce de connaissance de soi et de bien-être qui Ouais. fait que c'est au service de la performance. Ça, c'est ce que je dis souvent aux familles, de dire prendre le temps des émotions, prendre le temps du corps, c'est pas en attendant d'eux, c'est au service de la réussite Ouais. et d'une performance qui soit une performance, j'ai envie de dire, écologique de la personne, quoi. Quelque chose qui respecte l'être en entier. Et moi, je pense que ça les emmène beaucoup plus loin que Ouais. le contenu, apprendre, cracher, mémoriser, Ouais. réfléchir. Et bien sûr qu'il faut faire tout ça, évidemment, mais on peut le faire dans une dimension qui soit un peu plus globale, quoi. Oui, c'est Et pas du ou, c'est du et, hein, on peut faire c'est ça et ça. Ouais. il n'y a pas besoin d'y passer des heures et des heures, ça va Ouais. s'infuser au fil des cours Ouais. tranquillement, quoi. Par ailleurs, toi, tu as une pratique, donc tu gardes ton poste parce qu'il y en a Mmh. certains qui, voilà, qui ont envie, qui lâchent l'éducation nationale. Moi, je trouve ça dommage parce que quand il y a des bons profs, on vous demande de rester, s'il vous plaît, pour les élèves, ça vaut la peine. Donc, mais tu as rajouté une pratique qui est une pratique en cabinet, hein, donc le samedi. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté aussi dans ton métier? Enfin, comment l'un nourrit l'autre, j'allais dire. Et ben, j'avais besoin, c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire qu'un groupe de 34 ou voilà, sur 50 minutes, 3, 4, 5 heures dans la semaine, il y a quand même une part de frustration et j'ai envie de dire, plus on est prof, plus on se forme
et plus on est frustré, en fait, parce qu'on sait ce qu'on pourrait faire et on va manquer de temps, d'espace et Oui, puis, et voilà, le groupe, enfin, de 30 élèves, c'est quand même énorme et moi, la pratique en cabinet, elle est venue remettre un peu d'harmonie là-dedans. C'est-à-dire de pouvoir, faire de l'accompagnement individuel. Ça m'a permis de, voilà, de me sentir mieux dans mon métier de prof, mmh. heu, de tester aussi tout ce que j'avais appris d'une autre manière. Ça, la dimension, l'accompagnement individuel, c'est pas du tout la même chose, mais l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire quand je vais préparer une séance individuelle, il m'arrive de me dire: «Ça, si je le faisais en groupe ou en demi-groupe, je pourrais le faire comme ça». Et donc c'est vraiment un cycle qui est vertueux parce que ça s'entretient. Et puis forcément, bah, quand tu as une pratique de psychopédat en cabinet, moi ça m'a aussi permis de mieux comprendre les familles. Mmh. Tout ce qui pèse quand même sur les épaules des parents, de craintes, de regard social, et cetera. Et ça aussi, ça a nourri ma pratique de prof, cette relation aux familles de dire, «OK, je comprends mieux et j'entends mieux parfois les réactions ou le questionnement des familles». Oui, ou Ouais, l'inquiétude et ouais. cetera. Mmh. C'est vrai que nous, dans la formation en psychopéda, et on a eu moi, j'ai eu à cœur d'amener de la systémie. C'est-à-dire que l'enfant qui vient nous voir en cabinet, bah, il va pas porter son changement tout seul, il est pas tout seul là-dedans et les parents viennent pas juste, faire un chèque à la fin de la séance. Ça n'a pas d'intérêt. Donc si le système ne bouge pas, ça va être difficile pour un enfant tout d'un coup de pouvoir se déployer, que qu'on redistribue les rôles comme il faut et que chacun y trouve son compte, quoi. Ouais, et tu vois, c'est vraiment en résonance parce que avant de faire, la formation, j'ai eu pendant quelques années un poste de responsable pédagogique et en fait, dans ce poste-là, ce que je préférais, c'était rencontrer les familles. Moi, j'adorais passer 1 heure avec les parents, essayer de comprendre ce qui se jouait. Bon, Ouais, souvent, quand elles arrivaient jusqu'à moi, c'était un truc qui marchait pas, mais je ouais. je trouvais ça, comme un puzzle qui s'assemblait. C'est ce que tu décris de la systémie et le cabinet à l'inverse, enfin dans le sens inverse, nourrit vraiment mon relationnel avec les familles à l'école. Oui aussi, ouais, ouais. OK. Ouais, chouette. Alors tu as eu à un moment une petite idée qui a germé en se disant: «Mais cette, psychopédagogie positive, c'est quand même un peu chouette». Ça vient rencontrer bien évidemment, c'est la même on est dans le même, chaudron, heu, les compétences psychosociales. Donc, ça a pétillé, dans ta tête et est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as proposé, heu, voilà, à la direction de ton établissement et comment les choses se sont mis en œuvre, comment ça a démarré, puis après tu vas nous raconter comment ça a Comment évolué. ça marche? Ouais. Bah, au bout de quelques années de psychopéda et prof, d'abord je vois que la psychopédagogie, bah, ça marche super, quoi. Je vois des Mmh. élèves, qui réussissent, qui avancent, qui le disent, ce qu'on fait ou au cabinet, voilà, qui disent, bah, bon, des accompagnements qui portent leurs fruits, donc des élèves heureux, des parents heureux et donc bah, effectivement, je me dis, «C'est quand même dommage que, tous les élèves, n'aient pas, accès à tout ça». Et par ailleurs, moi, je suis dans un moment de ma carrière où, voilà, j'ai envie d'un peu de changement, j'arrive, je pense, à une petite césure et donc je confie tout ça à ma chef d'établissement, avec peut-être même l'idée de partir de l'établissement, aller faire, la même chose mais avec un autre public. C'était la voie de diversification que je m'étais trouvée. Mmh. Là, j'ai la chance qu'elle accueille, un projet en me disant: «Bah, présentez-moi quelque chose». Et donc j'imagine un dispositif où on pourrait, faire de la psychopédagogie positive à l'école, le proposer aux élèves qui le souhaitent, en étant ancré dans 2 terrains qui sont, bah, un cadre, auquel dans lequel j'évolue. Le premier, c'est l'éducation nationale et ça tombe quand même super bien parce que les compétences psychosociales sont dans les programmes et le socle commun depuis 2013 et Mmh. ça va faire que progresser dans les mois qui arrivent là. Et en plus, je suis dans un établissement où le projet d'établissement vraiment est un terrain accueillant et fertile, quoi. Et les Mmh. valeurs qui sont l'a priori positif et cetera, je me dis: «Mais en fait, tout va ensemble» et donc il Mmh. faut ça me donne le courage de me lancer.
et donc de proposer un dispositif qu'on a donc appelé POP, qui s'appelle le programme optimiste personnalisé, où, eh bien, alors je le détaillerai tout à l'heure, mais où les élèves peuvent assister à des ateliers, soit dans un créneau dédié, soit dans un cours, pour travailler des compétences comme bah, la gestion du stress, la régulation des émotions, les forces de caractère, la connaissance de soi, etc., etc. Et donc, ça fait un troisième petit chapeau. Ouais, c'est ça, oui. Donc tu Et proposes ça ouais. et on te dit oui tout de suite ou on dit c'est quoi votre truc? Alors, je propose ça et ce qui, me donne de la force, c'est que je suis quand même dans une école où, en plus des instructions officielles et du projet d'établissement, il y a une team déjà, il y a une émulation sur les pédagogies innovantes. Il y a quand même beaucoup d'enseignants, enfin moi je trouve que c'est beaucoup. Je pense qu'à l'époque, on était 6 ou 7 à avoir fait la formation de la fabrique et donc il y a une sorte de dialogue un peu quotidien sur comment on innove, comment on fait ça, comment on pourrait faire autrement. On a tous fait le voyage de la formation et donc on est à peu près tous convaincus que, on dit on le fait, quoi. Et donc j'y vais avec mon projet, mais je sais que je ne suis pas toute seule. Et donc, mon poste aujourd'hui, c'est de coordonner une équipe. Se sont rajoutés des gens qui avaient d'autres compétences et d'autres formations, comme le yoga, par exemple. Ouais. Et forcément, bah, ça aide à convaincre. Donc, on ne me dit pas, non, non, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça, c'est une énorme chance pour moi, hein. On me dit assez vite, en quelques mois, bah, pourquoi pas? Et donc, on crée un poste qui est celui que j'occupe aujourd'hui pour que, avec l'équipe, je puisse déployer ce dispositif. Ça a démarré d'abord, tu as fait une année pilote, si je me souviens, Ouais. avec une classe de sixième, une classe de seconde. 2 classes de sixième. À deux classes de Donc sixième. au début, je me sers bah, de mon terrain, c'est-à-dire professeur principal en sixième, et je fais de ce programme. Je dis, bah, on va monter des ateliers pop. Donc on Ouais. crée un créneau dans l'emploi du temps, un créneau libre, et les élèves en demi-groupe, ils font une douzaine d'ateliers pop. Donc on construit avec l'équipe une progression pédagogique. Alors, on se demande comment on avance dans le tête-corps-cœur. On a une collègue qui est formée en gestion mentale, voilà, de manière approfondie, qui participe. On le fait sur 2 classes de sixième, dont celle dont je suis professeure principale, et donc ça devient mon projet de classe en quelque sorte. C'est un Oui. peu une étape d'expérimentation. Mhm. Et on le tente aussi dans une classe de seconde, Mhm. toujours en demi-groupe, et ça avance bien parce que l'établissement, dans le temps donné, crée 2 espaces qui sont des espaces un peu atypiques où il y a, voilà, des poufs, des ballons, enfin un endroit un peu décalé par rapport à une salle de classe, et on démarre comme ça. Et après, assez vite, on se dit que on peut pas rester dans l'entre-soi des gens formés et faire un petit pop dans notre coin, parce qu'il faut que ça puisse s'enraciner dans la culture de l'établissement. Et puis, on est super encouragé aussi par l'équipe de direction. Donc, la même année, on crée un truc qu'on appelle pop à la demande. Et Mhm. l'idée, c'est de dire aux collègues, si vous avez un besoin dans un groupe, bah, faites appel à l'équipe POP, on s'en parle, donc on prend un vrai temps pour identifier le besoin et voir ce qu'on pourrait proposer. Et on n'a pas réponse à tout, évidemment, hein. Et on va animer un POP à la demande, donc un atelier spécifique dans une classe qui n'a pas POP toutes les semaines. Donc, par exemple, tu peux nous donner un exemple? Moi, j'en connais plein dont tu m'as parlé, mais Et ben, la première année, on fait par exemple la planification, je crois, en première. Planifier, et on va faire la communication bienveillante en quatrième. Dans une classe où le collègue me dit l'ambiance n'est pas terrible, il y a beaucoup de conflits. Et donc, et du coup, là, j'y vais 2 fois. Je fais deux ateliers sur la communication non violente. c'est ça, c'est l'idée, c'est de prendre des outils, certains Exactement. outils pour répondre aux besoins. Je me souviens que tu m'avais dit aussi toute la question de la régulation des émotions Ouais. pour ceux qui ont des oraux, notamment Ouais, oral de bac en première, par exemple. On a fait de la gestion du stress en première, en terminale, mais on a fait de la régulation des émotions. Moi, je suis allée faire en CM1 la première année. Ouais, Avec une enseignante, une collègue qui dit, parce que c'est mon ensemble scolaire, il y a ouais, une école primaire,
qui dit bah, il y a beaucoup d'enfants qui pleurent voilà, dès qu'il y a une évaluation ou passer, parler devant les autres. Et donc forcément, ce ne sont pas les mêmes outils. Et c'est ça qui est captivant, c'est-à-dire qu'à partir de ce que je sais, on va décliner avec l'équipe des outils différents. Et la première année, on le fait toujours, il y a aussi l'idée, dans ces pop à la demande, de mutualiser en fait nos pratiques, nos outils et de dire aux collègues qui nous demandent de venir, bah, les supports, on les partage pour encore une fois que ça puisse se diffuser dans l'établissement et que l'équipe s'agrandisse. Et c'est le cas parce qu'on démarre à 4 et aujourd'hui on est 11 dans l'équipe pop. Donc ça marche plutôt bien. Et puis la première année, on se dit aussi tout de suite qu'il y a les parents qui font partie de notre communauté, qu'on ne peut pas laisser les parents sur le côté. Et donc, on organise une soirée pop pour les familles en se disant que dans notre dispositif pop, on a tout de suite une préoccupation qui est comment on va évaluer l'efficacité de ce qu'on fait. Oui. Voilà. Comment on va évaluer ce dispositif? C'est un peu difficile, donc on fabrique des questionnaires un peu qualitatifs Mmh. et on se dit ce qui serait super, c'est de voir le transfert de compétences. Et donc, les parents viennent un soir, en sixième, faire des ateliers pop, donc gérer mes émotions, faire de la gestion mentale, etc. Mais les ateliers sont animés par les enfants qui ont assisté dans l'année. Et donc, nous, on est complètement en retrait. D'abord, c'est pour valoriser le parcours absolument des enfants, qui vraiment se prêtent au jeu. C'est-à-dire, ça devient un truc important pour eux de, voilà. Et puis, nous, on observe un peu quand même comment ça se passe et ce que ça dit de leur parcours. Oui, de l'appropriation, effectivement. Exactement, ouais. Ça, c'est pour le collège et pour les parents de seconde, c'est différent. Pour les parents de seconde, on fait un café pop et on Ouais, leur propose un atelier, d'adultes animé par des adultes. ouais. Et avec des discussions ou Exactement, ouais. il y a aussi eu dans Pop à la demande, si je me souviens bien, tu as accompagné une équipe qui n'est pas une équipe enseignante et qui est l'équipe de restauration. Ouais. Alors ça, c'était un peu inattendu. C'est-à-dire quand ça démarre, le service RH de l'établissement me propose de faire quelques séances pop avec certains membres de l'équipe de restauration. Voilà, des séances plutôt tournées vers le relationnel. Mhm. Donc ça démarre comme ça. Et ça grandit complètement autrement. Et c'est ça que j'aime aussi dans Pop. C'est-à-dire que l'équipe de restauration, bah, ce qu'elle adore, c'est Pop, mais dans des séances qui seraient à 2 ou à 3, et pas forcément toute l'équipe. Donc, il a fallu que je me réadapte, en fait, hein, voilà, et puis que je communique aussi avec les RH pour dire, bah, finalement, la demande de départ, c'est pas tout à fait voilà, qui grandit, mais ça a créé du lien. Et ça, c'est un des bénéfices de ce dispositif. C'est-à-dire que d'un seul coup, bah, l'équipe de restauration, elle vient dans les salles pop, mais les salles pop, elles sont dans les bâtiments où il y a cours. Donc, c'est pas forcément des endroits. Voilà, ça veut dire que ça crée aussi du lien entre bah, ces adultes et les élèves qui sont là, jusqu'à finalement intégrer un des membres de l'équipe de restauration dans un projet théâtre avec ma classe. Je pense que s'il n'y avait pas eu Pop, et ben voilà, je serais pas, enfin, je lui aurais pas fait cette proposition. Oui, et ce qui a permis de voir aussi qu'une des personnes de la restauration, son stress venait d'une difficulté et Ouais. notamment certainement d'un trouble de l'apprentissage qui n'avait pas été détecté. Voilà, et qu'elle décrit très bien. Ouais. Mais il manquait bah, voilà, un peu l'espace de parole, Oui, le pas de côté qui permet de dire bah, moi je suis stressée parce que telle tâche au travail est difficile, tout le reste me va plutôt bien. Donc ça c'est déjà pas mal parce que ça permet, bah, là on est vraiment dans de la psychologie positive, dire donc il y a des tas de trucs qui vont bien aussi, hein. oui, Et c'est une histoire d'agencement dans l'espace. Donc, oui, moi, je comprends bien ça. Et effectivement, je pense qu'il y a voilà, quelque chose qui n'est pas très loin d'une dyspraxie, quoi. Et oui, donc, de proposer voilà, des petites. On ne parle même pas d'outils à ce moment-là, on parle de petites astuces, mais ce oui. sont des outils pour que les choses soient facilitées. Ouais, Et, pour compenser, oui, oui. ouais, Donc c'est ça, c'est cette approche-là qui est chouette dans le sens où parfois on va dire, bon, on parle de pédagogie, donc pédagogie c'est les enfants. Pédagogie positive, c'est youpi là, c'est chouette, machin, et c'est un peu léger. Et en fait, non, la psychopédagogie positive, c'est une approche qui est très outillée, qui est ludique,
avec des outils simples mais qui sont puissants et avec une vraie posture bienveillante et qui intègre tout le monde. C'est-à-dire ça intègre aussi bien des élèves, des enfants, leurs parents, les encadrants, toutes les équipes. Et comme tu le disais au départ, on accompagne aussi bien des enfants, des ados que des adultes. Hein. Et quand moi je vais en entreprise faire de la pédagogie positive pour des équipes, c'est pas des enfants que j'ai face à moi, c'est des équipes qui apprennent à travailler ensemble. En fait, ça me fait rire ton youpi. Parce que enfin, ça m'est arrivé de, enfin, j'ai envie de dire, alors, et si on apprenait facilement, joyeusement, mais pourquoi pas en fait? Pourquoi est-ce que Oui, ça devrait être long, pénible, coûteux? Ça serait pas forcément moins réussi. Pour moi, la psychopédagogie positive, c'est comment j'accompagne quelqu'un ou quelques-uns à accéder à leurs ressources. Donc, c'est à la fois un regard qui est que bah, jamais je ne doute que ces ressources existent, en fait. oui, oui. Ça, c'est hyper. Enfin, c'est le point de départ, c'est l'ancrage de tout. Et après, comment, avec des outils simples, parce que moi, je me suis parfois fait cette remarque quand je faisais la formation. J'avais un peu peur, en fait, j'étais enseignante, donc je me disais psycho, donc bah, déjà psycho, zéro compétence, enfin en tout cas pas grand-chose. Je me disais peut-être je vais rien piger. En fait, c'est des outils qui sont très concrets et très simples. Et d'ailleurs, quand je présente la psychopédagogie aux familles qui m'appellent, je leur dis, ce sont des outils simples. On pourrait presque se dire, bah oui, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt en fait à ça. Mais malgré tout, ces outils, si simples et concrets soient-ils, permettent un déplacement. Et pour moi, ce déplacement, c'est comment je vais chercher mes ressources Mm. et donc ma réussite, mon bien-être, etc. C'est aussi simple que, enfin aussi simple que ça. C'est vraiment ça, quoi. C'est comment et la pédagogie, c'est ça. Hein, la pédagogie, c'est comment on conduit l'autre. Donc en fait, on est quand même bien the place to be, quoi. Comment Ouais, je c'est ça. conduis l'autre pour lui dire, en fait, tu peux réussir. Peut-être tu prends pas le meilleur chemin tout le temps. Et est-ce qu'on peut regarder ensemble? Et en réajustant avec des outils, euh, ben, on voit des déplacements qui sont parfois vraiment impressionnants, quoi. Ouais. Et nous, notre visée, c'est vraiment le bien-être, c'est se sentir bien en activité, se sentir bien normalement, mais se sentir bien aussi en activité. En C'est pas faisant, la réussite, c'est pas avoir des bonnes notes impérativement. Hein. alors on peut faire 4 heures et demie de discussion sur ce que c'est que réussir, mais si réussir, c'est avoir des bonnes notes dans mon tableau Excel, Ouais. bah non, évidemment que non. Mais si réussir, c'est me sentir bien quand j'entreprends quelque chose, avoir l'envie de le faire, me sentir, j'allais dire c'est-à-dire le faire avec tout ce que je suis, mes émotions, ma capacité à réfléchir, respecter bah, mes besoins physiologiques et tout ça. Alors oui, et, euh, et voilà, la Et sentir que j'ai des compétences aussi. ouais. Parce que certains, parfois, malgré les résultats, se sentent totalement démunis. On a l'impression qu'ils ont zéro compétence. Ouais, mais Ils disent, je on ne a quand sais même pas une faire. école qui met quand même beaucoup le projecteur sur les manques. Ouais. Euh, Quand on dit à des enfants, que ce soit à l'école ou ailleurs, qu'est-ce qui est réussi? Qu'est-ce que tu as réussi? Mm. Mm. Si j'ai 12 sur 20, bah, j'ai quand même plus de points de trucs réussis que de trucs pas réussis, en fait. On est d'accord. Sauf que, alors, ça bouge tout doucement parce que voilà, la question du bien-être est quand même plus à l'école aujourd'hui qu'il y a quelques années, et tant mieux, parce que derrière toute cette question, il y a quand même la question du bien-être et de la santé quand même de nos jeunes. Hein. C'est pas que youpli la youpla, si je suis content, c'est un plus. En fait, c'est le fondement de tout. C'est un jeune qui a une bonne santé physique et mentale, qui est motivé, qui est autonome, qui se sent la possibilité de faire quelque chose, très imparfaitement, et on est OK avec ça, Mm. bah, globalement, il est quand même un peu mieux parti, quoi. Oui, il est mieux parti. Ça va donner un adulte qui sera plus sain et qui Ouais. aura une façon de réfléchir qui sera un peu meilleure que certains adultes qu'on peut voir actuellement dans le monde sans, Oui, et moi, sans dans ceux pousser que d'efforts. j'accompagne au cabinet, il y a ça aussi. C'est De, ça.
Dans les adultes que j'accompagne, et finalement il y en a de plus en plus, il y a un peu, j'accueille aussi l'élève que ces adultes ont été. Souvent, C'est ça. c'est des gens qui reprennent un parcours et qui disent: «Bah, vous savez, quand j'étais à l'école», et on voit à quel point, et c'est ça, c'est vraiment un message important, à quel point nos années d'école, parce qu'on est tous dans ce Oui. cas-là, impactent, vraiment la suite, voilà. Et donc si l'école me permet, bah, d'apercevoir mes compétences, mes zones de réussite, de me permettre d'être bien, d'avoir confiance en moi, c'est pas que la scolarité qui se joue, vraiment, quoi. Oui, oui, c'est ça. Par exemple, moi, j'accompagnais hier une équipe sur accepter le changement. Et j'expliquais que accepter le changement, c'est pas juste dire: «Bon allez, on change la structure, on change les pratiques Mmh. et suivez-nous, faites-nous confiance». Pour accepter le changement, il faut d'abord qu'enfant, j'ai eu suffisamment de sécurité intérieure, qu'on ne m'ait pas reproché de mal faire, que j'ai pu tester des choses. Donc je suis sur un terrain où je me sens sécure et à l'heure adulte, je vais pouvoir le faire. Mmh. Mais Bah oui. si ça n'a pas été mis en place ou si on a trop marqué mes échecs, pas assez encouragé mes réussites, heu, je vais pas tomber très loin de l'élève que j'étais quand je deviens salarié d'une boîte ou quand je monte ma boîte. On est quasiment au même endroit en fait. Donc il y a quelque chose à réparer aussi Mmh. comprendre et réparer ce qui ne s'est pas mis en place pour pouvoir ensuite naviguer sereinement Ouais. ouais, dans sa carrière, enfin dans son parcours de travail, quoi. Aujourd'hui, Pop, tu l'as dit tout à l'heure, c'est 11 personnes qui s'occupent de Mmh. ça et qu'est-ce qui a changé par rapport aux activités de départ où tu avais 2 classes pilotes de sixième et une seconde? Maintenant, ça se Alors, déploie comment? donc là, c'est la troisième année, donc on est jeune encore, un petit peu. Ouais. Alors du coup, pendant 2 années, on a fait les classes, pilotes, et au collège, bah, on commençait à entendre, «Ce serait bien que mon enfant soit dans la classe pop», et et donc ça, ça n'allait pas. On voyait aussi les élèves qui n'étaient pas dans la classe qui avait les ateliers, bah, évidemment regarder la salle d'un œil un peu, envieux, et donc on s'est dit: «Ça, c'est pas possible, il faut vraiment Mmh. qu'on l'ouvre». Ouais. Donc aujourd'hui, POP existe pour les 6e, dans les 2 collèges de mon ensemble scolaire, hem, pour les élèves volontaires. Donc il a fallu, ouvrir un nombre d'ateliers beaucoup plus grand, et on a retravaillé notre progression pédagogique, pour constituer quelque chose sur les compétences émotionnelles, parce qu'on voyait bien que les élèves comme les familles de 6e nous disaient: «Ça, c'est la roue des émotions, c'est vraiment très utile», et cetera, et cetera. Donc on a resserré notre proposition, mais c'est désormais accessible à tous les enfants de 6e. Donc là, on a fait, 2 sessions, mais avec, plein de groupes à chaque fois, et aujourd'hui, tu vois, j'ai envoyé un mail disant: «Il y a des familles qui demandent une troisième session», en disant: «Bah, mon enfant n'a pas pu, donc bah, je pense que je vais animer une troisième session, même si c'est la fin de l'année, c'est pas très grave». Et c'est pareil en seconde. C'est-à-dire que les POP pilotes, sont désormais ouverts aux élèves de 6e et de seconde qui le souhaitent. À côté de ça, on continue les POP à la demande. Dans nos voies de progression, il y a le fait que, bah, forcément, POP à la demande, année 1, année 2, année 3, nous, on se dit: «C'est pas possible qu'un élève, il ait 2 fois le même atelier dans sa scolarité». Donc il faut qu'on construise une programmation, et cetera. Bon, pour l'instant, on est en progrès, parce qu'on sent bien aussi que ce qui intéresse les collègues, c'est pas de choisir dans un catalogue, dans une progression pédagogique qui Oui, c'est irait de des la 6e à la mesures, non? terminale. Non, ouais, c'est de faire du sur mesure. Et puis, il se joue aussi quelque chose de la relation du prof avec la classe, quand nous, on vient. Donc voilà, je pense que ça, c'est, vraiment notre grosse zone de travail. Donc les pop à la demande continuent. Les pop adultes continuent avec les familles, et moi, j'anime aussi maintenant des pop adultes pour mes collègues. Mmh. Donc entre-temps, j'ai fait un DU de psychologie positive, parce que je voulais, voilà, ça m'intéressait tellement tout ça que je voulais continuer mon parcours de formation. Et suite à la suite du DU, je me suis formée à un programme de gestion du stress. Et du coup, c'est ce programme de gestion du stress que j'anime avec mes collègues à leur demande. C'est-à-dire que, Mmh. voilà, il y a plein d'ateliers, enfin plein, il y a quelques ateliers qui sont proposés aux collègues enseignants. Donc là, on est vraiment entre profs. Mais la grande demande, c'était la gestion du stress.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est, ce qu'on constate sur la majorité de ceux qui ont fait le parcours en psychopédagogie positive, c'est que, moi, j'ai eu à cœur de faire de présenter un menu le plus varié possible pour qu'à la fois on goûte à tout et on se dise, à la fois, à la fin du parcours, tout le monde est outillé Mm. et peut démarrer des prises en charge et a une posture solide. Et ensuite, à goûter à tout en disant, là, la partie émotionnelle, je veux creuser ça. Ça me plaît. Ah, la partie hypnose symbolique, ça m'intéresse. La partie gestion mentale. Et d'aller ensuite approfondir une approche en fonction de soi, de ses envies, de ses besoins, etc. Moi, je pioche dans les références de la formation de la fabrique. C'est-à-dire que l'image que j'ai, alors, en fait, l'image que j'ai, c'est un arc-en-ciel. Mm, Alors, je me dis, quand j'ai fait la formation, j'avais une grande conscience de ça, mais aussi parce que je pense qu'on nous mm, disait, voilà, là, il y a un horizon qui s'ouvre. Alors, par exemple, bah oui, l'hypnose. mm, Euh, pour aller plus loin, il y a tel contact qui est extrêmement fiable et intéressant, il y a telle bibliographie, cytographie, etc. Et moi, c'est encore un livret que j'ai à côté de moi quand j'ai besoin de continuer à creuser. Quand j'ai terminé la formation à la fabrique, sincèrement, je ne pensais pas que ce seraient les émotions. Euh, Aujourd'hui, ça me fait rire. Mais voilà, parce que le temps a passé. Mais j'avais découvert des choses tellement nouvelles, tellement loin de ma pratique professionnelle que j'avais plutôt envie d'aller, j'étais attirée par la nouveauté, quoi. mm, Et je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai continué les années après à lire, à écouter des podcasts, à suivre des formations en ligne, etc. Et puis, bah, finalement, ce qui m'a permis d'être alignée dans mes deux pratiques, psychopéda et prof, c'est vraiment ce cœur émotionnel parce que les enfants le disent. Les enfants disent, mais tout ce qu'on fait autour des émotions, ça nous aide beaucoup. Enfin, ils ont des mots qui sont très clairs pour le dire. Et on voit bien en classe que ça se passe comme ça. Euh, du coup, cet arc-en-ciel qui s'est ouvert, il n'est pas fermé, hein, il est toujours là. Mais il y a un chemin, enfin, c'est comme un horizon à chaque fois qui s'ouvre et il faut, voilà. Donc, mm. peut-être après s'ouvrira autre chose, je ne sais pas. Ouais, ça a amené de la couleur aussi à ta pratique, moi, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que, j'allais dire malheureusement, euh, on s'engage dans une profession. Tu t'es engagé en tant que professeur de français parce que c'est voilà, c'est toi, c'est ta passion, c'est ce que tu aimes faire. Et sur ce chemin-là, par moments aussi motivé sois-tu, eh bien, l'institution, parfois, elle désenchante. Même les meilleures âmes sont désenchantées sur le chemin parce qu'on prend, de mon côté, et pour l'avoir vécu aussi en tant que prof, j'ai fait ça une année il y a quelques années, je me dis, mais c'est dommage qu'on désenchante les bonnes volontés et on ne prend pas soin de quelque chose qui est essentiel, qui sont ben, les enseignants, quoi. Comment on fait pour continuer à oui, à prendre soin d'eux parce que eux-mêmes vont enseigner à des enfants qui Ouais. vont grandir, etc. C'est vraiment des passeurs. Et ça, c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui se disent j'en ai marre, je veux changer, je quitte l'éducation nationale et je vais faire autre chose. Mais on voit bien que la pratique en psychopédagogie positive, pour la majorité des enseignants qui se sont formés chez nous, c'est aussi, c'est venu réenchanter ma pratique. J'ai découvert quelque chose de nouveau Le système, il est tellement lourd. Enfin, moi, je pense qu'être enseignant, c'est même quand on est. Enfin, moi, j'aime enseigner, mais c'est un métier qui épuise vraiment. ouais, Euh, la caricature, c'est quand on dit j'ai 5 heures de cours, c'est dur. Et souvent, les gens disent c'est bon, 5 heures. Ben, ouais. moi, j'invite voilà, les personnes à venir faire 5 heures en cours en passant d'un public qui a 11 ans à un public qui a 16 ans ou autre, et alors encore Et plus, je puis, dirais, à, en du coup, primaire. à avoir vu 150 personnes, parce que Exactement. c'est 5 heures fois 30. Ouais, c'est beaucoup d'énergie. C'est un système qui est tellement grand qu'il est extrêmement lourd il est de plus en plus procédural, c'est-à-dire qu'il faut remplir des tas de procédures quand on veut aider un élève, etc. Et que ça, effectivement, c'est pas de la joie, quoi.
Ouais. Enfin, moi, ma joie, c'est l'innovation pédagogique, c'est la relation avec mon groupe classe ou avec les élèves ou avec les familles, avec les collègues, mais c'est pas de remplir un dossier de 12 pages pour pouvoir aménager une dictée. Non. Et la formation, je pense qu'elle m'a permis de reprendre du souffle et de retrouver de la joie, vraiment. Et de me dire, je peux continuer à répondre à mes obligations d'enseignante, mais voilà, comme tu dis, réenchantée par des pratiques qui viennent ouais, un peu illuminer la classe. Et puis, avant tout ça, il y a ce que cette formation, elle permet comme voyage pour soi, parce que pour l'instant, on n'en a Oui, pas parlé. Mais oui, avant tous les terrains du cabinet, de pop, etc., il y a comment cette formation, c'est vraiment un voyage pour moi, un voyage vers soi, de se connaître, revisiter ses biais, je sais pas, sa vision du monde, quoi, vraiment. Euh, un voyage vers soi, du coup vers les autres, parce que moi je me souviens m'être beaucoup dit ça, quoi, m'être dit, en fait, passer du temps à mieux me connaître et à mieux me comprendre, bah, j'ai l'impression quand même que ça me déplace aussi vers les autres, quoi. Et oui, ça, c'est le plus grand truc de la formation avant tout le reste. Et après, j'ai envie de dire, là où on va vouloir le déployer et le semer, bah, moi, je parle de l'école parce que je suis enseignante, mais voilà, je sais qu'il y a plein d'autres terrains. Mais dans une pratique d'enseignante, cette formation, elle permet d'abord de se sentir plus joyeuse face au système et donc de retrouver un alignement. Parce que quand on a choisi d'être enseignant, c'est plutôt pour être bien avec les enfants et les élever. Hein. Moi, j'adore ce mot d'élève, c'est quand même ce que ça veut dire. Et c'est vrai que le système, parfois, bah, il est beaucoup contraignant, quoi. Moi, je fais le choix de rester parce que bah, je me dis, là où je suis, je fais ma petite part. Et voilà, mais parfois, c'est difficile. Parfois, ça manque de sens aussi. Quand on est enseignant, on a une réforme année 1, on en a une autre année 2, elle dit le contraire, et on a l'impression d'être dans une exécution parfois qui perd un peu de sens. Mais retrouver la joie d'apprendre ensemble, bah, ça nous ramène au cœur de notre choix, en fait, si je suis là, c'est pour ça. Et ça, c'est des jolis moments en classe, vraiment. oui, c'est vrai, nous on dit souvent cette formation est une transformation parce que vous allez d'abord tester sur vous les outils qu'on va vous enseigner et donc parce que après vous ne pourrez pas dire à quelqu'un que vous accompagnez, ah, j'ai un super outil pour toi, je ne l'utilise pas personnellement, mais je t'invite à le faire. C'est incohérent, c'est pas du tout Ouais, ça, aligné. je me souviens qu'au début, je m'en souviens très bien de dire, bah ouais, c'est un grand, un grand, un grand voyage. Mais c'est ce qui fait aussi que quand on termine la formation, moi, je me suis jamais dit cet outil-là, je sais pas comment je vais faire. Enfin, j'ai pas attendu d'abord de finir la formation dès le lundi, puisque moi j'étais en formation week-end Ouais, essentiellement. Hop, je me disais, bah, tant que c'est frais dans ta mémoire et tout ça, hop, tu le fais. Et après, bien sûr, on se les approprie. Et je pense que si on faisait une étude sur les psychopédagogues aujourd'hui, ben, je suis sûre qu'il y a plein voilà, de moyens de réappropriation. oui, Mais oui. c'est le fait d'avoir testé sur soi qui permet le déplacement, donc ça c'est quand même chouette. Et aussi de se dire, bah, c'est des outils qui sont simples. Bah, ils sont simples parce que je les ai vraiment expérimentés, quoi. Oui, c'est C'est ça. pas c'est pas que de la théorie. Oui, oui, c'est ça. On a une équipe qui est sur le terrain aussi et donc qui pratique et donc qui donne aussi des exemples pratico-pratiques, tu vois. Et on n'est pas, c'est pas que des théoriciens qui déversent de la théorie sur ta tête. On Et va le puis faire surtout, expérimenter. ce sont des formateurs. Ouais. Et alors, c'est peut-être ma vision d'enseignante qui me fait dire ça, mais moi, ma formation, elle date de 2017, donc ça commence à dater. Je ne les ai pas oubliés, parce qu'il y a aussi le regard et la singularité de chacun. Et ça compte beaucoup par rapport à des formations où on va faire 3 semaines avec 2 personnes, et voilà, on est dans un cadre qui ne change jamais. Moi, je peux citer le nom des gens qui m'ont formée et que j'ai continué à suivre d'ailleurs après pour me nourrir et voilà. Mais ça compte énormément, ça, dans la formation, je trouve. Ouais. Ouais. Alors moi, je finis toujours en te demandant si tu avais un conseil ou quelque chose à adresser aux parents
qui sont là, qui vont nous écouter, à la fois peut-être avec ta double casquette prof et praticienne en cabinet, que quelle est la chose qui te semble important à partager avec eux ou à leur dire? Ah, il y a une phrase toute simple que j'aime bien et que je dis souvent aux parents, et alors peut-être qu'il y en a qui vont hausser les sourcils, je ne sais pas, mais souvent je leur dis: «Tout ira bien». Oui, Voilà. Parce que quand on est parent et alors mon quatrième chapeau, c'est aussi, celui-là, hein, d'être, oui. parent. On a plein de peurs, vraiment. On n'est pas, je trouve, aidé par le regard extérieur et je trouve que ça pèse très, très lourd, quoi. Mais quand on se reconnecte à cette espèce d'émerveillement de son enfant, Mmh. il y a quand même un temps où on doute pas du tout des ressources, du potentiel et tout petit ou même plus grand, où on se je sais pas moi, on se dit pas: «Oh là là, qu'est-ce qu'il va faire? Il réussira pas et puis la voisine, elle va réussir, elle va faire du vélo sur 2 roues» et cetera et de se reconnecter à ça, je crois, c'est un truc qui est vraiment puissant de Mmh. de de revenir à ça et parfois l'école prend tellement de place et ça, c'est vraiment mes 3 postes qui me font dire ça, qu'on ne voit plus que ça. On ne voit plus que l'élève et je trouve que ça d'abord, ça peut abîmer, le la relation. Ça fait du bien à personne, ni aux parents, ni à l'enfant et ça permet souvent aucun progrès ou aucune amélioration. Donc de dire: «Mais tout ira bien», que l'école reste à sa juste place. Ouais. L'école, c'est hyper important. Moi, je suis enseignante, c'est hyper important pour moi. Mais il y a autre chose à vivre que les apprentissages et que tout ce qui se passe, à l'école, au collège et au lycée peut-être encore davantage. Et le truc de ce «tout ira bien», pas comme une phrase, magique ou une prédiction un peu, mais se dire: «Et si on se reconnectait au regard qu'on a et qui est hyper puissant, ce regard de parents sur l'enfant?» Donc souvent, je leur dis ça aux parents. Vous avez fait sourire, mais c'est aussi pour être un peu tendre avec eux. Voilà. Mais à la fin, ils te disent effectivement tout va bien ou Oui, tout ou continuera oui, à aller oui bien. et souvent ils expriment d'abord un «mais» de, «Oui, mais Oui, bon», oui, voilà, donc et c'est la liste des peurs, oui. et je dis: «OK, alors on prend toutes les peurs, on les met dans le sac à dos. De toute façon, elles sont là, donc on les Oui, accepte. ouais. Mais est-ce qu'on peut pas juste se rebrancher ce regard, incroyable qu'on a sur son enfant ou parfois quand ils sont tout petits, on a presque un regard inverse, le mien, il va Oui. tout réussir et voilà Oui, il va casser la et baraque. ben, il faut pas oublier ça, quoi. Il va Oui, voilà, il va briller et tout ira bien. Il va faire son chemin. super. Et si tu devais, bah, adresser un conseil ou voilà, ou un message pour ceux qui nous regardent, qui se disent peut-être: «Est-ce que ça vaut la peine que je me forme pas, ça m'attire mais j'en sais rien» et cetera. Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui sont peut-être en train de Qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais, la vérité absolue de mon expérience qui est que moi, pendant très longtemps, j'ai regardé cette formation en me disant: «Vraiment, ça a l'air incroyable, intéressant, nourrissant, c'est ce qu'il me faut». Mais si on m'avait pas un peu, botté les fesses, j'y serais pas allée. Je crois que je serais encore en train de réfléchir, à me demander si, c'est fait pour moi et que, alors j'espère que tout ce qu'on s'est dit permet de l'apercevoir parce que c'est important. Hem, D'abord, allez-y, faites-la, arrêtez de réfléchir, faites la formation parce que c'est vraiment, hem de la vie en mieux, quoi. Pour soi, ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Pour soi, dans tout ce qu'on apprend et dans le déplacement que ça permet, et du bonheur, enfin c'est, on a l'impression d'un mot un peu galvaudé, mais non, en fait, c'est ça. Et puis ça permet de se réancrer là où on est, solidement et avec joie et facilement. Heu, je pense que peut-être des gens qui se posent la question peuvent se dire: «Ouais, mais c'est une formation qui est dense, il y a beaucoup de sujets», moi je me souviens d'en être passée par là, sauf que, bah, à la fin de l'expérience, je me suis dit: «Mais ce que tu vas mettre en œuvre, tu sais le faire et c'est pas compliqué». C'est à la fois très dense, oui, c'est vrai que c'est très dense avec des sujets qui sont très variés, mais en même temps c'est facile. Mmh. Heu, donc allez-y, faites-le parce que,
Et tout Euh, ira bien. et tout ira bien. Je suis passée par là. Heureusement qu'on m'a un peu poussée, sinon, voilà. Mais l'expression qui vient, c'est de la vie en plus grand. On ne change pas qui on est. Oui. Moi, je suis toujours prof. J'aime toujours être prof. Je crois pas, mais j'ai l'impression, ouais, d'être quand même bien plus heureuse, quoi, dans ma classe. C'est super, merci Sandra, ça donne envie. Je me demande si je ne vais pas m'inscrire d'ailleurs. Ouais. Je t'y encourage. Merci, merci beaucoup à toi, merci pour ce temps de Merci à conversation toi. que tu nous as accordé. Bonne continuation et pour ceux qui nous regardent, eh bien, il reste d'autres dialogues, d'autres conversations à regarder ou à re-regarder et je vous dis à très vite. Au revoir.